8h13, votre invité Sonia Mabrouk est le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Fabien Roussel. Bonjour Sonia Mabrouk, bonjour à vous. Au-delà de vos différents politiques profonds, Monsieur Roussel, avec Emmanuel Macron, est-ce que vous estimez et même est-ce que vous reconnaissez que le président français œuvre efficacement pour éviter la guerre en Ukraine, avec notamment ce sommet à venir Poutine-Biden ? En tout cas, je considère qu'il prend toutes les initiatives qu'il faut pour encourager le dialogue, avoir un dialogue franc, loyal, direct avec l'ensemble des intervenants, que ce soit le président Poutine, que ce soit le président ukrainien, le chancelier allemand aussi. Il y a besoin d'avoir ce dialogue car la situation est extrêmement gravissime. De jour en jour, toujours plus grave, avec des tensions toujours plus fortes et c'est ce que je crains le plus, des provocations, un risque... De la part de qui? Certains disent de part et d'autre, certains disent non, il n'y a que des provocations russes. Quelle est votre position à ce sujet? Justement, je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Vous savez, si demain, il y a une bombe qui explose au Donbass, faisant 20-30 victimes, on pourra toujours aller chercher les débris pour savoir d'où elle est venue, qui l'a tirée. Mais la guerre sera déclenchée, le drame sera là, et comme l'a dit d'ailleurs Boris Johnson, cela pourrait être le conflit le plus grave que les 2 dernières guerres mondiales. Cette phrase, pardonnez-moi Monsieur Roussel, a été beaucoup quand même commentée, il faut voir sa gravité. Vous croyez véritablement à un tel choc sur le sol européen ? Je mesure, en tout cas, oui, l'extrême gravité des tensions. Vous vous rappelez l'attentat de Sarajevo en 1914, qui, en fait, a découlé sur la responsabilité des Serbes et qui a déclenché la Première Guerre mondiale, qui a fait des dizaines de millions de victimes. Donc oui, il peut avoir un accident, une provocation, une bombe, et on pourra toujours chercher les responsables, ce sera trop tard. Donc j'appelle à ce qu'il y ait des paroles les plus mesurées, à ce que on crée tous les dialogues pour éviter ces provocations et ces tensions. Il faut vite réunir le format Normandie, faire en sorte de respecter les accords de Minsk, respecter les accords de Minsk qui ont permis de tenir jusqu'à maintenant. Il faut le faire, c'est indispensable. Et puis, moi je ne suis pas l'ami du président Poutine. Certains vous reprochent d'être sur une ligne pro-russe affirmée et assumée. Oh bah, il se Vous trompe. le contestez? Oui, bien sûr. Je ne suis pas pro-Poutine, qui est un dirigeant autoritaire. Je ne suis pas non plus pro-américain. Vous êtes à équidistance. Je suis pro-paix, d'abord. D'un côté, en Russie, il y a l'ours de la taïga, et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a les faucons américains. Et entre les deux, on est quoi alors, et entre finalement les deux, il y a l'Europe qui risque de payer cher un affrontement et pour lequel nous devons contribuer à ce qu'il s'apaise. Les Américains poussent depuis des années à ce que l'Ukraine intègre l'OTAN. Ils ont déjà mis ce sujet en 2008 lors du sommet de l'OTAN à Bucarest. La France, l'Allemagne, avec d'autres, avec raison, ont dit non. Et la position de la France de l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, je crois, avait raison de dire non. Aujourd'hui, de la même manière, Olaf Scholz l'a sous-entendu dernièrement en disant qu'il n'y avait pas, ce n'était pas d'actualité que l'Ukraine entre dans l'OTAN. J'espère que la France va dire la même chose et être clair, ce sera un signe d'apaisement. Avec une telle situation tendue en Ukraine, Fabien Roussel, vous comprenez que le président Emmanuel Macron ne puisse pas se déclarer plus rapidement, officiellement candidat ? Non, je pense que les élections présidentielles, paradoxal. On vient de parler d'une situation d'une gravité intense et en même temps, il faudrait que le président soit candidat là. Chaque candidat doit justement pouvoir s'exprimer sur la politique internationale, les gestes qu'il prendrait pour justement montrer le visage de la France après avril, après le mois d'avril. Et donc, il est important que chacun puisse dire quel type de relation il veut avoir. Vous voyez bien que d'autres, à l'extrême droite, ont plutôt l'air de flirter avec Poutine. Comment serait la politique étrangère avec eux si demain ils dirigeaient le pays? Ce sont des sujets
sujet important. Donc il faut que chacun puisse dire sa vision du monde, sa vision de l'Europe. Et j'attends que le président Macron s'exprime pour dire quel sera son mandat. En termes de politique intérieure, le pouvoir d'achat et la vie chère, c'est le pire mandat que nous avons eu de ces 20 dernières années. Mais vous dites que malgré cette situation, il devrait se déclarer candidat le plus rapidement possible. Vous, Monsieur Roussel, vous avez obtenu vos fameux 500 parrainages validés. Vous pourrez donc concourir à l'élection si Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour, si l'un des trois n'obtenait pas le quota nécessaire pour y participer. Que diriez-vous? Est-ce que ce serait un déni de démocratie? D'abord, quand même, les règles constitutionnelles imposent, c'est une règle moi que j'accepte, que chaque candidat réussisse à obtenir 500 parrainages de la part des 40 000 élus locaux. 500 sur 40 000. Oui, mais vous avez moins de problèmes que d'autres. Certains n'arrivent pas à les avoir, c'est qu'ils ont un problème avec la République, avec les élus. Attendez, c'est pas l'inverse, pour ne monsieur pas réussir Roussel à les convaincre. Mais cette règle qui est mise en place par le Conseil constitutionnel vise à éviter à ce qu'il n'y ait pas d'aventuriers non plus qui se présentent à cette élection présidentielle. Monsieur Roussel, Jean-Luc Mélenchon regroupe combien de voix? Marine Le Pen rassemble combien de voix? Éric Zemmour, combien de voix? Vous estimez que ce sont eux qui auraient un problème? Alors, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas notre démocratie, ce système qui a un problème avec ces parrainages? Je suis certain, de toute façon, que ces élus, il reste encore une dizaine de jours de mémoire pour aller chercher des parrainages. Et donc, je suis certain qu'ils trouveront des solutions. Ils y passent beaucoup de temps, ils dépensent beaucoup d'énergie, alors que vous, pas. Pourquoi cette distorsion, cette inégalité de traitement? Écoutez, moi, j'ai découvert que parmi les parrainages que j'ai reçus, il y a beaucoup de parrainage de maires de communes rurales que je ne connaissais pas, qui ont fait le choix de me parrainer. Ils sont sans étiquette. Ils se sont retrouvés certainement dans les propos que j'ai pu tenir sur la ruralité, sur la démétropolisation de la France, sur le soutien que je porte aux communes. Et donc, ils ont encouragé ma candidature en me soutenant. Non mais là, vous laissez entendre qu'un parrainage vous soutient, ce qui n'est pas forcément le cas. Soyons précis. Moi, je peux vous dire qu'un parrainage que l'on m'accorde, ça m'oblige. Oui, mais pardonnez-moi, pour les autres, ce n'est pas juste. Le maire LR de Cannes et président de l'Association des maires de France, David Lisnard, a donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Ce ne sont pas du tout ses idées. Est-ce que vous comprendriez, et même est-ce que vous encouragez, monsieur Roussel, les maires communistes qui n'ont pas encore donné leur parrainage, à les donner ce matin à Marine Le Pen, à Éric Zemmour, pour le bien de notre démocratie, même si vous êtes en totale opposition avec leurs idées? Vous savez quoi, Sonia? Je répondrai à cette question à l'issue de cette semaine et nous verrons bien où en sera Jean-Luc à ce moment-là. C'est un peu de la langue de bois, monsieur Roussel. Non, parce que j'attends... C'est important quand même pour notre pays qu'il y ait tous les candidats sur la ligne de départ. J'attends mardi soir, je crois que c'est mardi soir, où on a la liste, ou jeudi soir, et j'attends de voir où en sera Jean-Luc à ce moment-là. J'ai l'impression que vous ne croyez pas alors. Je ne crois pas en fait qu'il n'ait pas de parrainage. Et donc, nous verrons à ce moment-là. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'ensemble, je le dis, voilà, je vais vous donner un élément de réponse. Je souhaite que l'ensemble des forces de gauche soient présentes à cette élection. Et le reste je souhaite que l'ensemble, je souhaite que l'ensemble des forces de gauche soient présentes à cette élection parce que et le reste de la scène politique, monsieur Roussel. Ce que je souhaite, c'est qu'au second tour, on puisse réussir à former une majorité. Donc nous aurons besoin de tout le monde. Je repose ma question, monsieur Roussel. J'ai bien compris que vous souhaitiez que Jean-Luc Mélenchon obtienne ses parrainages, mais est-ce que dans votre souci de démocratie, je veux croire que vous êtes un démocrate, il faut aussi que Marine Le Pen et Éric Zemmour aient leur parrainage? J'ai toujours considéré l'extrême droite comme une menace pour la République, une menace... Des millions de Français sont prêts à voter pour eux, que vous le vouliez ou pas. Mais des millions de Français ont soutenu Pétain quand il a pris le pouvoir en 40, de la même manière. Alors interdisez Marine Le Pen et Éric Zemmour de concourir à la présidentielle. J'ai proposé une loi demandant de rendre inéligibles celles et ceux qui sont condamnés pour des crimes, pour avoir tenu des propos racistes et antisémites, parce que c'est une menace pour la République. Je serai intransigeant. Marine Le Pen est arrivée au second tour de la présidentielle la fois dernière. Vous estimez qu'elle n'est pas légitime, elle aussi? Je serai intransigeant sur ce combat en faveur de la République et pour empêcher l'extrême droite de mettre la main sur notre pays. Monsieur Roussel, il y a la République, il y a la France. Je vous pose la question. Est-ce que j'ai compris ce que vous dites sur Éric Zemmour, mais Marine Le Pen,
qui réunit des millions de voix, quoi que vous pensiez de ces idées, est-ce que vous trouveriez normal qu'elles ne soient pas présentes? Eh bien, je vous réponds à ma manière. Je ferai tout pour que, en tout cas, de chez moi, il n'y ait aucune signature en direction de l'extrême droite. Mais enfin, vous vous rendez compte le danger qu'ils représentent. Ce sont des candidats, je pense à Zemmour, qui stigmatisent à chaque meeting ceux dont le prénom à consonance arabe n'ont plus rien à faire dans notre pays, qui réhabilitent Pétain, celui qui a installé le code juif. Ce sont un homme condamné plusieurs fois pour avoir discriminé des personnes en fonction de leur religion. C'est une menace pour la République. Mais monsieur Roussel, laissez les Français choisir. Pourquoi les Français ne seraient pas, de votre point de vue, assez mûrs et matures d'un point de vue démocratique pour choisir eux-mêmes de leur leader? Eh bien, écoutez, c'est une question qui me semble légitime. J'ai en mémoire aussi cette histoire sombre de notre pays, que quand Pétain est arrivé en 40, il était présenté comme un sauveur, et que après, on s'est dit, mon Dieu, c'est un collabo, qu'est-ce qu'il a fait de mal à la République? Et c'était trop tard. Eh bien, moi, je ne voudrais pas qu'on puisse dire après, on a permis de se présenter. Et après, quand on verra ce qu'il fera, et j'entends l'angoisse, moi. J'entends l'angoisse de citoyens aujourd'hui qui sont d'origine étrangère, qui sont musulmans, et qui ont peur d'être renvoyés chez eux si lui accède au pouvoir. Je ne veux pas que l'on puisse dire après, mince, on savait, mais on lui a permis quand même d'accéder au pouvoir. Et vous pensez que la démocratie, c'est empêcher la pluralité des opinions. Bon. Est-ce que vous irez jusqu'au bout de votre candidature, monsieur Roussel? Je ne voudrais surtout pas, en tout cas, que les idées que j'ai portées sur la France des jours heureux, le droit au bonheur dans la vie, au travail, avec ses enfants, la France de la bonne paye, la France du bon, du beau et du bonheur, que cette France-là ne soit pas défendue auprès des électeurs. Dans quelques instants, c'est important. Oui, je souhaite que ce projet pour la France puisse être présenté et soumis au choix des Français. Vous ne baignez pas vraiment dans le bonheur, mais dans une tourmente en ce moment, puisque Mediapart enquête sur vous, affirmant que de 2009 à 2014, soyons précis, vous avez été un assistant parlementaire mais fantôme. Autrement dit, vous avez été rémunéré par un député, mais sans aucune trace de votre travail, affirme Mediapart. Ce serait alors un emploi fictif, l'accusation est grave. C'est la première fois qu'on va vous entendre à ce sujet ce matin. Que répondez-vous, Fabien Roussel? Quelle révélation d'abord. Quelle révélation d'abord. Mon travail avec Jean-Jacques Candelier figure sur mon site internet depuis quelques mois, depuis que je suis candidat, en toute transparence. Donc il n'y a aucune révélation là-dessus. Je suis trop respectueux du travail des journalistes et de la presse. C'est aussi la démocratie pour le remettre en cause. Je dis aujourd'hui que j'ai travaillé pendant ces 5 années avec Jean-Jacques Candelier, avec les collègues que j'avais auprès de lui. Jean-Jacques, comme eux, témoignent du travail que nous avons fait ensemble. J'étais sur le terrain avec Jean-Jacques. Vous êtes capable de justifier cette rémunération de 3 000 euros net par mois? Ça, c'est une inexactitude. C'est faux? Oui, j'ai jamais gagné 3 000 euros, même ça. Donc j'ai les documents pour présenter d'abord mon salaire. J'ai commencé à 2400 euros, 2460 euros net en 2009. Je crois que j'ai fini à 2007. Et puis j'ai suivi tellement de dossiers, Arbel, dans le Douaisis. Donc vous avez les mails, vous avez les courriers prouvant que vous avez fourni un travail précis. Vous avez remplacé votre député par exemple sur le terrain. Monsieur Roussel, la question ce matin, on ne va pas tourner autour du pot. Est-ce que vous avez les documents, les justificatifs sur votre travail? Si vous les avez, point, fermé. Mon travail, il est dans tous les discours, les questions écrites, les combats, les lois menées par Jean-Jacques Candelier. Il était le champion du monde en la matière. Il était celui qui a déposé le 3e à avoir déposé le plus de questions écrites. Et j'ai été avec lui et sans lui poursuivre des conflits dans le Douaisis, chez lui, Arbel, Centrale d'Ornain, la gare Fred de Somain. J'ai les documents du travail que j'ai fait avec lui sur ces sujets, avec des syndicalistes, avec qui j'ai travaillé. Pourquoi vous ne les avez pas fournis à Mediapart? Ça nous aurait... ma voiture
s'en souviennent tellement j'ai roulé, tellement j'étais présent. Oui, mais les pneus de votre voiture ne sont pas recevables comme document. Non, mais je les montrerai. À qui ces combats, pourquoi vous n'avez pas fourni? Ça aurait permis d'éteindre cette d'abord, ils m'ont demandé des SMS. Je ne sais pas si vous avez vos SMS d'il y a 10 ans, mais moi je les ai plus. Ils m'ont demandé des mails datant de cette époque. Je ne les ai pas. Moi j'ai un an. François Fillon ne disait pas autre chose pour le travail de Pénélope Fillon. Il disait mais je n'ai pas les SMS d'avant, mais je peux prouver que ma femme a effectivement fait des trajets comme vous le dites et a roulé. J'ai des documents, des combats que nous avons menés ensemble sur ce terrain-là, dans le bassin minier, parce que il était fier d'avoir un responsable politique comme collaborateur, parce qu'on a aussi une activité politique en tant que collaborateur, et il était fier de m'avoir comme responsable politique. Donc vous êtes visé ce matin par des boules puantes. Je veux comprendre quel est votre état d'esprit. Non, c'est pour ça que je vous dis, je respecte tellement le travail des enquêteurs que je ne le qualifierais pas. Les enquêteurs sont des journalistes. Des journalistes enquêteurs qui ont mené une enquête. Bien sûr. Et ils ont enquêté d'ailleurs en interrogeant des gens, c'est écrit dans l'article d'ailleurs, qui sont en guerre contre moi. Donc les témoignages, c'est écrit, il y en a un qui témoigne, mais il est ici écrit qu'il est en guerre contre moi. Mais qui est en guerre contre vous? Une des personnes qui est interrogée. Mais qui ne souhaite pas votre candidature? Donc je n'ai pas que des amis, c'est normal. D'où cela vient-il? C'est écrit dans l'enquête de Mediapart. Moi, je ne vais pas les qualifier, ceux-là. Je les laisse à leur propos. En tout cas, moi, j'en ai des dizaines de personnes qui pourront dire ce que nous avons fait ensemble, les combats que nous avons même gagnés ensemble avec Jean-Jacques Candelier, parce que nous formions une équipe à plusieurs, soudée, pour mener ce travail. Merci Fabien Roussel. Courte pause. Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle, est l'invité d'Europe 1 jusqu'à 9h. Mathieu Bocoté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Fabien Roussel, permettez-moi de vous reposer la question, puisque votre réponse était assez forte. Vous avez dit à l'instant à Sonia Mabrouk que le fait que Marine Le Pen ou Éric Zemmour, l'éventualité qu'ils ne puissent pas se présenter au premier tour, faute d'avoir leur parrainage, vous considérez potentiellement, je me fais l'interprète de votre pensée, mais que ça ne constituerait pas un accident démocratique. Est-ce que vous pouvez quand même développer davantage, puisque cette disqualification de candidats qui pèsent à eux deux en intention de vote autour de 35% des intentions de vote, ça n'est pas rien tout de même. Ça n'est pas rien. Mais vous considérez que la défense de la République peut tout à fait justifier un accident démocratique ? D'abord, il y a des règles qui ont été votées, décidées ensemble pour se présenter à l'élection présidentielle. Ça se change, éventuellement. Ouais, ça se change pas à 50 jours, d'accord. Si ça allait pas, fallait le dire. Il y a des règles aujourd'hui, des règles qui permettent aussi de garantir que ceux qui se présentent à l'élection présidentielle ne soient pas des aventuriers, des personnes qui pourraient menacer la République, des personnes qui n'aient pas une certaine forme de respect de la part de ces 40 000 électeurs. C'est comme une sorte de prévalidation de la part des 40 000 électeurs. Vous n'y voyez pas une forme de suffrage censitaire avec des maires qui se permettent de disqualifier ou qualifier certains candidats Ça, c'est la première chose que je dis. Et après, je fais quand même un rappel de l'histoire. On est un vieux parti, on a vécu la Seconde Guerre mondiale, on a vécu la lutte contre le nazisme, une répression très dure. Et vous savez, je sais, moi... Monsieur Roussel, l'histoire avec le communisme, on peut en parler aussi. Je peux toujours... Non, mais je parle de la montée de l'extrême droite. Oui, mais doit-on vraiment faire maintenant l'exégèse de l'histoire et parler aussi... C'est parce que je parle de la montée de l'extrême droite en France et en Hitler et en Allemagne. Hitler a été élu démocratiquement. Hitler a accédé au pouvoir démocratiquement. Mais Éric Zemmour et Marine Le Pen sont Adolf Hitler ? Je dis pas ça. Vous les avez qualifiés de peste brune, ça, c'est vous qui le dites. Ce que je dis, c'est que pour moi, cette extrême droite française qui s'inspire dont Zemmour, de Pétain, et qu'il le dit et le revendique, cette extrême droite maurassienne, qui s'inspire de la droite française de 39-40.
oui, je considère qu'elle est extrêmement dangereuse. Et donc, l'affaire des parrainages est une bonne occasion de l'éliminer avant l'élection. Ne me demandez pas de condamner des maires qui ne veulent pas leur accorder le parrainage. J'ai moi aussi la même peur, la même crainte. Je souhaite pouvoir les combattre sur le plan des idées. Donc David Lisnard qui accorde son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, ça va, mais un maire communiste accordant son parrainage à Éric Zemmour au nom de la représentativité démocratique, c'est impensable. Mais c'est impensable. Fabien Roussel, c'est impensable. Vous faites référence au prix de tout ce que nous avons pu payer dans l'histoire, c'est impensable. Vous faites référence à l'histoire. Tout récemment, vous avez refusé de placer un trait d'équivalence entre le stalinisme et le nazisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'à certains égards, vu l'expérience totalitaire au XXe siècle, il fut un temps par ailleurs où les communistes ont cru s'allier à une forme d'alliance des totalitarismes? Est-ce que du point de vue de l'histoire, si c'est le critère, on ne devrait pas justifier votre réjection de la présidentielle? Alors là, c'est tordu votre question. Pas vraiment. Vous expliquez l'histoire. J'ai pas bien compris. Parce que si vous vous souvenez, à l'époque, la Russie, l'URSS et Staline ont payé cher leur combat contre le nazisme. De mémoire. Ils étaient de ce côté-là de la barrière. Vous n'êtes pas en train de réhabiliter Staline. Derrière, sur une barricade, il y a deux côtés. Il y a ceux qui sont du côté du nazisme et il y a ceux qui l'ont combattu. Il y a ceux qui ont collaboré et il y a ceux qui se sont vraiment battus contre. Je crois qu'en URSS, il y a eu plus de 10 millions, 20 millions de victimes. Vous confondez la référence à Staline, c'est pas le détail. Non mais ça, vous entendez ça que justement dans le combat contre l'extrême droite et contre le fascisme, il y a cette nuance de l'histoire. Vous comprendrez aussi que mon parti est fier d'avoir mené des combats antifascistes dans toute son histoire contre le fascisme italien. Nous avons envoyé des brigades internationales en Espagne et nous avons aussi condamné, je le dis, vous me parlez de Staline, les crimes du stalinisme, les crimes d'un régime autoritaire, totalitaire, je les condamne, je les condamne et je n'ai rien à voir et mon parti n'a rien à voir et nous l'avons dit maintes et maintes fois et ça n'a rien à voir. Nous savons faire cette lecture de l'histoire et quand il y a un combat à mener contre l'extrême droite, contre le nazisme, nous avons toujours été clairs dans notre histoire. Et d'ailleurs, au second tour de l'élection présidentielle, quel que soit le candidat, nous appellerons toujours à voter contre l'extrême droite. Fabien Roussel, je suis clair là-dessus. Vous dites vous êtes au clair avec votre histoire. Êtes-vous au clair avec Jean-Luc Mélenchon? Puisque il dit hier qu'il a 95% de points communs avec vous, que même si vous lui parlez mal, vous pourriez vous retrouver. C'est une main tendue. Et de l'autre, tout à l'heure, vous sous-entendez, on comprend, que possiblement la boule puante Mediapart, ça viendrait de lui, Fabien Roussel. Ah bon, j'ai pas sous-entendu ça. On se trompe peut-être, on vous pose la question. Non, j'ai même dit que les journalistes faisaient leur boulot et que je respectais ce travail-là. Tout de même, il n'y a pas un timing, vous vous dites pas, il y a un timing à un mois, plus d'un mois du premier tour. 50, oui, un mois du premier tour. Un candidat en dynamique, un autre qui fait appel au vote utile. On se dit, je me suis dit, sereinement, c'est le jeu. Maintenant, les candidats à l'élection présidentielle seront connus d'ici début mars, avec ceux qui auront publié leur parrainage, qui auront écrit au Conseil constitutionnel, comme je l'ai fait ce week-end, pour officialiser sa candidature. C'est fait avec ma déclaration de patrimoine. Et ensuite, je souhaite que le débat le plus serein puisse avoir lieu sur les projets. C'est pour ça que j'aimerais bien que l'on connaisse le programme. On va en parler. Ça suppose une clarification. Macron. Vous en avez quand même l'occasion, Monsieur Roussel, ce matin. Vous m'avez répondu tout à l'heure. Moi, j'aimerais quand même vous poser de nouveau la question. Parce que vous étiez en même temps, cette période-là, à la tête de la Fédération du Nord de votre parti. Est-ce que vous avez surtout travaillé pour votre parti au lieu de travailler pour votre député? C'est quand même l'affaire des assistants parlementaires est importante dans notre histoire politique. Elle a quand même fait sortir du champ politique un candidat il y a quelques années. Donc on vous pose la question ce matin pour être le plus clair possible. Mais bien sûr, vous avez raison de me poser ces questions. Et d'ailleurs, beaucoup d'assistants parlementaires ont des responsabilités politiques. Beaucoup d'ailleurs s'engagent ensuite en politique. J'ai été moi embauché par Jean-Jacques parce que justement j'avais ces responsabilités politiques et il tenait à ce
ce que j'irrigue tous ces travaux, parce que j'étais en prise au regard de mes responsabilités avec beaucoup d'acteurs économiques, sociaux, politiques, du département du Nord, mais même au-delà de la région. Je travaillais avec l'ensemble des parlementaires communistes de cette région. C'était donc pour lui une chance, une force de m'avoir à ses côtés. Et c'est ce qui a lié notre relation, qui était très très forte. Et votre travail méritait salaire. Mais j'avais largement, j'étais un homme engagé à fond, extrêmement travailleur, comme lui il l'était aussi, comme je le suis toujours aujourd'hui, à savoir aménager et nos responsabilités politiques comme le travail que nous devons fournir. Donc vous allez fournir ces documents, mais j'ai aucun souci pour montrer que tous ces combats menés dans le Douaisis et au-delà dans le bassin minier, mais surtout dans le Douaisis, je les ai menés pour lui, avec lui, et nous étions ensemble avec les autres collègues, mes collègues à qui je pense et qui sont affectés aussi par ce qu'ils ont lu dans cet article, parce qu'ils savent bien, eux, que nous étions ensemble et que nous travaillons ensemble. Fabien Roussel, pardonnez-moi de vous dire qu'on tourne un petit peu en boucle, mais les points de comparaison avec Jean-Luc Mélenchon, 95% de points communs entre lui et vous, vous lui répondez la même chose, vous lui dites effectivement, nous avons beaucoup de points communs. Nous avons des points communs sur certains aspects, comme avec d'autres forces de gauche. Heureusement qu'il y a une différence entre la gauche et la droite, et que à gauche, nous avons des points qui nous rassemblent. Nous avons aussi des points de différence, et c'est pas des détails. Ils sont pour moi structurants, importants. Quels sont-ils ? Je pense notamment à la question énergétique. Nous voyons tous aujourd'hui, quand on voit la facture de gaz s'envoler, la facture d'électricité flamber, que la question énergétique, elle est centrale. Et pour les gens, parce que c'est une question de pouvoir d'achat, pour les bailleurs sociaux, qui ont dû répercuter sur les ménages le coût de l'électricité, mais c'est déterminant pour la réindustrialisation du pays. Bien sûr, mais Jean-Luc Mélenchon vous tend la main pour vous ranger derrière lui. On a bien compris. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin, Fabien Roussel ? La question, c'est que j'aimerais bien que les Français aient le choix entre deux projets à gauche qui sont différents, et ma gauche, elle est populaire, républicaine, elle s'appuie sur un mix énergétique nucléaire et renouvelable. C'est une gauche républicaine, laïque, qui met aussi au cœur de son combat la tranquillité de tous, et j'ai fait le choix de dire que les institutions, je les respecte, autant celles chargées de la sécurité que celles chargées de la justice, et je veux leur donner des moyens, parce que tout le monde a le droit à la tranquillité publique, et j'ai eu un discours fort là-dessus, qui n'est pas le même que celui qu'il tient, et donc ces différences que nous avons, eh bien, elles sont là sur la table, et j'entends les gens qui viennent me voir. Et si aujourd'hui j'arrive à marquer un peu de points dans les sondages, et pas assez parce que je suis pas encore assez connu, eh bien, et les gens me découvrent seulement. Mais les gens disent enfin vous parlez de ce que nous on veut entendre. Vous parlez comme nous, vous parlez de la vie quotidienne, vous parlez des problèmes de vie chère, vous parlez des problèmes de sécurité, vous parlez de nos factures, vous parlez de notre vie au travail. Je veux pouvoir défendre le droit au bonheur. Et là, c'est les vacances. Je veux défendre le droit aux vacances. On va en parler. On va marquer une courte pause et parler de ce sujet important. Les préoccupations principales des Français, c'est sur Europe 1. Tout de suite, Fabien Roussel. Fabien Roussel est l'invité d'Europe 1 jusqu'à 9h. Mathieu Bocoté, à vous. Alors, vous venez tout juste de vous présenter comme un candidat de la gauche laïque, républicaine, sociale. Il y a quelques semaines, vous recevant ici, je vous qualifiais aussi comme candidat de la gauche patriote. Et vous ne l'aviez pas reçu comme un compliment. Si je redis aujourd'hui que vous êtes le candidat de la gauche patriote, est-ce que vous l'accueillez plus favorablement ? Mais qu'est-ce que vous mettez derrière ? L'appel au drapeau, la critique quelquefois des excès de l'échec de l'intégration, l'appel à l'identité française, les mœurs françaises, les traditions françaises, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. On vous traite d'extrême droite pour ça. De bon matin. J'ai toujours voulu marier le drapeau rouge des combats progressistes ouvriers avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Et oui, je sais que quand je dis ça, je me fais traiter de nationaliste par ceux qui n'aiment plus le drapeau bleu, blanc, rouge. Moi, je l'aime et j'aime bien le marier avec le drapeau rouge des luttes du mouvement ouvrier. Oui, j'ai mis les pieds dans le plat en défendant une gastronomie française qui est riche de nos plats, riche de la diversité de tout ce que l'on peut manger. Si on vous dit que vous êtes la gauche souverainiste, alors dans ce cas-là, vous l'acceptez ou pas ? Mais non, mais on m'a caricaturé en disant que la gastronomie française, c'est aussi le couscous. Mais enfin, comme si ça ne l'était pas. J'étais un banquier du Parti communiste 10
dimanche, le plat préféré de nos banquets, c'est le couscous. Passer la gastronomie, Fabien Roussel, il y a quand même un paradoxe que le parti qui chante l'international s'affiche comme vous, drapeau français en main, et que je vous redis cette étiquette de gauche souverainiste que l'on vous accole. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous considérez que c'est un atout de différenciation aujourd'hui dans la grande famille de la gauche? C'est certainement un atout et une différence, parce que en face, il y en a à gauche, effectivement, qui critiquent le fait que l'on puisse valoriser ce qui symbolise la République, la nation, et notre pays. Et donc, même quand j'ai fait l'objet d'une attaque, ou quand je dis que je défends l'énergie nucléaire, on m'a traité de raciste. J'ai pas trouvé le lien. Mais on m'a même dit ça. Ces attaques sont basses, elles sont injustifiées. Donc, beaucoup d'internationalisme nous rapproche de la patrie, peu nous en éloigne. Je reste dans cet esprit, et je défends autant donc la culture française, notre drapeau, notre identité, que les combats internationalistes que nous portons. Nous sommes aussi le parti de la décolonisation. Nous sommes le parti des combats pour la paix, de l'indépendance d'Algérie, de la lutte contre l'apartheid. Nous sommes ceux qui sommes battus pour la paix au Vietnam. Et donc, personne ne nous enlèvera cette belle histoire que nous avons aussi. Vous êtes, en ce moment, une partie de votre succès vient du fait qu'à gauche, certains disent, vous entendant enfin quelqu'un qui critique les dérives de la gauche. Vous avez vous-même utilisé cette formule, vous parlez de cette gauche qui nous culpabilise, surtout. De quelle manière cette gauche culpabilise les Français et culpabilise peut-être même les Français de gauche qui en ont marre de cette gauche-là? Mais c'est parce que certains, donc, à gauche, ont des propos où, pour relever le défi écologique notamment, vont vous imposer de ne plus rouler en voiture, de ne plus manger de viande, de ne plus avoir le droit de construire des maisons à la campagne. Vous savez que le scénario Négawatt, dont s'inspirent Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, en l'occurrence, voilà une différence. Ce scénario Négawatt prévoit qu'en 2050, il ne faudra quasiment plus construire de maisons pour tenir nos objectifs climatiques. Aujourd'hui, il se construit 200 000 maisons par an. En 2050, dans ce scénario Négawatt, dont s'inspirent ces deux candidats de gauche, écologistes, il ne faudrait en construire que 19 000, 10%, fini. En gros, ce sont les mêmes qui vous disent fini les sapins de Noël, fini le Tour de France, fini la viande, et fini d'habiter en maison. Mais c'est parce que tout ça, ça pollue. Je ne suis pas de cela. Moi, je dis qu'on doit réussir à tenir nos engagements climatiques sans taper sur les classes populaires, en les accompagnant, en faisant avec eux. On a assez payé. Les classes populaires, les classes moyennes ont assez fait d'efforts, et ils en font beaucoup. Moi, j'aimerais bien que ce soit ceux qui polluent le plus qui fassent plus d'efforts. Fabien Roussel, l'argumentaire, vous récusez l'argumentaire apocalyptique des écologistes notamment. Vous, en face, vous présentez comme le candidat des nouveaux jours heureux. Mais alors, question d'ambiance en fait, parler de bonheur, est-ce que c'est en phase avec l'époque qui est plutôt angoissante? Est-ce qu'il n'y a pas un côté méthode quoi? Vous vouliez aussi nous parler des vacances par exemple, c'est peut-être l'occasion de nous en dire un mot. Oui, tout à fait, parce que à force de parler de difficultés, d'austérité, on a l'impression que l'on va encore devoir se priver de beaucoup de choses. Eh bien, je souhaite avec les jours heureux revendiquer le droit au bonheur pour tous. Le droit au bonheur au travail, on doit pouvoir vivre heureux au travail, mais aussi le droit au bonheur en vacances, en famille. Aujourd'hui, c'est les vacances qui débutent dans votre région. Qui va partir en vacances en février? Ce sont des vacances, justement, celles de février, où peu partent. Je pense à ces enfants. 8% des enfants ne partent pas au ski. Ils en entendent parler tous les jours à la télévision. Certains n'ont jamais vu la montagne ou la mer. Eh bien, je fais une proposition. Je veux démocratiser l'accès aux vacances, et surtout de nos enfants. Il y avait 4 millions d'enfants qui partaient en colonie de vacances il y a quelques années. Ils sont plus que 1 million aujourd'hui. Eh bien, je demande qu'à leur entrée au collège, que quand ils rentrent au collège, au moment où ils rentrent au collège, tous nos enfants, pendant le premier degré, aient pu au moins une fois voir ou la mer ou la montagne, en étant partis ou en colonie ou en classe de découverte. Je mettrai 1 milliard dans un fonds dédié aux classes découvertes et aux colonies pour permettre à nos enfants d'avoir droit aux vacances, et ce milliard sera financé par une taxe Robin des Bois sur les jets privés et sur les voyages en classe affaires. Et ben voilà, et comme ça, tous ceux
qui prendront leur jet ou qui prendront la classe affaires se diront tiens, je finance aussi l'accès aux vacances Donc ce de nos matin, gamins. Fabien Roussel, une proposition, donc financer, réhabiliter l'écolo. On va pouvoir dire merci maman, merci papa, merci Fabien Roussel peut-être. Exactement. Mais c'est financé, bouclé pour un droit aux vacances. Voilà, pour en permettre particulier pour les enfants qui n'en ont pas. Pour permettre le droit aux vacances, et je me rendrai demain dans une colo qui est gérée par un centre de vacances d'un comité d'entreprise, et c'est là où on voit tout le rôle des comités d'entreprise qui ont un patrimoine avec des centres de vacances dans toute la France et qui permettent aux enfants de ces salariés d'y aller à des coûts réduits parce qu'ils payent en fonction du quotient familial. Ce patrimoine, il a besoin aussi d'être rénové, réhabilité. Il y avait eu un plan patrimoine il y a plus de 20 ans, je sais, c'est Michel de Messine qui l'avait mis en œuvre et j'étais son conseiller à l'époque, et j'ai plus de traces, là non plus de ce travail, mais tout ça c'est vieux. Mais en tout cas, eux en ont les traces, et aujourd'hui on a besoin d'un même plan patrimoine pour restaurer ces centres de vacances et permettre à tous nos enfants de pouvoir vivre ensemble, de se connaître, d'accepter la différence. C'est un vrai droit au bonheur, le droit aux vacances. Mathieu, non. Alors, droit au bonheur, droit aux vacances, est-ce que c'est pas une autre image justement de cette rupture marquée entre la gauche et les classes populaires? Vous plaidez pour un retour aux classes populaires, un droit aux vacances, un droit aux jours heureux. Est-ce que d'une certaine manière, le mauvais sort de la gauche en ce moment, c'est qu'elle ne s'est pas auto-détruite politiquement et intellectuellement en rompant avec les propos qui sont les vôtres? Cette partie de la gauche, oui, elle s'est éloignée de ses préoccupations qui sont importantes pour beaucoup de familles. Vous êtes minoritaire à gauche aujourd'hui. Mais c'est bien là, pour cette raison que j'envisage porter ma candidature à tous les Français jusqu'au 10 avril et à m'adresser bien au-delà de la gauche. Je l'entends. Aux électeurs du Rassemblement national. Mais y compris à des électeurs d'extrême droite. Tentés par le fascisme, qui selon vous. Ne sont pas des militants, mais qui peuvent parfois se tromper de colère quand ils voient comment ils vivent et dans quelles conditions ils vivent. Pour eux, le problème viendrait de leurs voisins ou de ce qu'ils voient à la télévision des immigrés, alors que l'immigration n'a rien à voir avec le fait aujourd'hui que des usines ferment, que nos hôpitaux sont saturés et que des services publics soient pas en capacité de répondre aux besoins. Vous assumez clairement être à la recherche d'électeurs passés, autrefois communistes probablement, mais passés au Rassemblement national. Pour vous, il n'y a pas de tabou autour de la conquête de ces électeurs? C'est sûr que je peux aller convaincre une partie de cet électorat. Oui. Je sais aussi que je peux aller convaincre des abstentionnistes qui sont déçus. Et en faisant ça, je le dis à mes camarades de classe à gauche, que ce soit Jean-Luc et d'autres, je ne souhaite pas leur prendre des voix. Je ne souhaite pas leur en soustraire, je veux en gagner, en additionner. Je veux aller convaincre ceux qui ne voteront jamais pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes le vote utile, Monsieur ou pour Jadot. Je veux aller convaincre ceux qui ont pu une fois voter à gauche, ceux qui s'égarent à l'extrême droite et qui peuvent aujourd'hui nous redonner une force importante. Moi, je me fixe l'ambition d'être le premier à gauche, d'arriver en tête. Mais en tête de quoi? Est-ce que vous serez qualifié au second tour? Parce que la question, c'est le vote utile. Jean-Luc Mélenchon pense aujourd'hui que vous êtes l'obstacle majeur à sa possible qualification au second tour. Est-ce que vous pouvez me laisser rêver d'une dynamique qui me pousserait jusque-là? J'ai une ambition, oui, démesurée pour le peuple français, pour les jours heureux, pour le droit au bonheur, pour le droit au beau, au bon, au propre. Un jour, je parlerai de propreté, justement, parce que c'est une question. Le droit à la sécurité, le droit au bonheur, le droit aux vacances, défendons-le avec des jours heureux. Ce sont toujours les mêmes qui, ces 15 dernières années, ont rajouté un cran à leur ceinture, à qui on a demandé des efforts. Ce sont toujours les mêmes qui, aujourd'hui, qu'ils soient artisans, commerçants, ouvriers, employés, fonctionnaires, enseignants, soignantes, ce sont tous des travailleurs essentiels. Ils sont utiles. Un trader, ça sert à rien. Ça gagne beaucoup d'argent. Eux, ils sont essentiels, ils gagnent peu et ils sont dans de grandes difficultés. Eh bien, à tout cela, comme aux retraités qui voient les scandales des EHPAD et ces retraités qui voient même en ce moment, je reçois des mails à ma permanence de gens qui disent ma pension baisse. Leur pension baisse parce qu'ils ont un appel à cotisation qui a dû augmenter. Je suis en train de regarder ça et le facture augmente. Ils n'en peuvent plus. Je veux être leur porte-voix sincère, le plus sincère possible. Et oui, j'ai cette ambition d'arriver en tête à gauche sans en avoir pris aux autres et pour pouvoir former une majorité ensuite dans le pays. Merci beaucoup Fabien Roussel. Merci Fabien Roussel.